On ne naît pas femme, on le devient. C'est la thèse principale du livre Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Cette phrase, elle est extrêmement connue, très souvent répétée dans les milieux féministes, dans les milieux non féministes. C'est une phrase qui fait même partie de la culture générale, de la culture philosophique, au sens large du terme. Et c'est une phrase qui a reçu de nombreuses interprétations. Et il y a de nombreuses façons de comprendre cette phrase. J'aimerais commencer par une façon de comprendre cette phrase. On peut saisir le sens de cette phrase dans la perspective où on ne naît pas femme, on le devient, signifie que le fait d'être une femme est défini par les conditions sociales et uniquement par les conditions sociales. Cela veut dire que le sexe n'a pas d'influence sur le fait d'être une femme. Il n'y a pas de moment où le fait d'être une femme est définitif. Le fait d'être une femme n'est à aucun moment définitif et on peut décider de devenir une femme. On peut décider de prendre l'identité d'une femme et de délaisser le corps d'homme qu'on pourrait avoir. Cela veut dire que le sexe n'a pas d'influence sur le fait d'être une femme. Au moment où on est, le caractère de femme ne nous définit pas. C'est l'individu qui décide de quel caractère il va adopter. Le fait d'être une femme est défini par les conditions sociales, implique que on peut faire ou défaire cette qualité de femme. Pourquoi est-ce qu'on peut faire et défaire cette qualité de femme ? On peut la faire et la défaire parce qu'on peut faire et défaire les conditions sociales. On peut faire et défaire une politique. On peut changer la façon dont on organise la cité. On peut donc changer la façon dont on organise le fait d'être un homme ou le fait d'être une femme. On peut le faire et le défaire, ça veut dire qu'on peut changer de sexualité, on peut refuser sa sexualité, on peut s'identifier à la sexualité de son choix. Et dans la réalité, ça se traduit matériellement par les transgenres, les changements de sexe, ou les individus qui distinguent entre identité de genre et identité d'expression. Au sens où on a les attributs d'un homme ou d'une femme, mais ça ne veut pas dire que l'individu en lui-même s'identifie ou se pense comme un homme ou une femme. Ce sont les individus pour qui le genre sexuel n'est pas une réalité biologique, mais bien une construction culturelle. Ainsi, on interprète « on ne naît pas femme, on le devient » comme une façon qu'a l'homme de nier l'influence de la biologie sur la construction de l'identité du genre. Ça veut dire qu'on peut se dire qu'on décide d'être qui on veut en dépit de ce que la nature ou de ce que la naissance nous a donné. Alors cette interprétation, c'est une interprétation possible. Maintenant, ce n'est pas en réalité l'aspect premier sur lequel l'auteur insiste. Et c'est même probablement un contresens sur la façon dont on peut comprendre « on ne naît pas femme, on le devient ». Ce texte a peut-être donné quelques élans à la théorie du genre, mais ce n'est pas du tout un texte qui met en avant ces théories. Je vais revenir sur la thèse principale de Simone de Beauvoir et ce qu'elle implique vraiment ou fondamentalement. Il y a un présupposé par rapport à « on ne naît pas femme, on le devient », et le présupposé, c'est le présupposé de l'existentialisme. Alors, l'existentialisme, c'est quoi ? C'est une théorie qui dit que l'existence précède l'essence. Qu'est-ce que ça veut dire que l'existence précède l'essence ? Imaginons que j'ai une table. Lorsque j'ai une table, au moment où j'ai fait la table, je savais à quoi elle allait servir. Elle allait servir comme un support. Le principe du table, c'est d'être un support. Donc, avant même que la table existe, je sais qu'à la fin, elle va me permettre de poser mon stylo, poser ma nourriture, et que je pourrai m'appuyer dessus. Lorsqu'on dit l'existence précède l'essence, eh bien, on veut dire exactement l'inverse. On veut dire que il existe quelque chose où ce n'est pas la destination finale de l'objet, ce n'est pas ce pourquoi l'objet a été fait qui définit ce qu'est l'objet. Lorsque je prends une table et que je dis que la table est un support, eh bien la fonction de la table, ce à quoi elle sert, est dans la définition même de la table. Le fait d'être une table, c'est le fait de supporter quelque chose. Il y a un cas où il n'y a pas de lien entre l'identité, l'essence d'une chose, et sa fonction, ce à quoi elle sert. Et ce cas-là, c'est l'humain. Pourquoi c'est l'humain ? Parce que l'humain, c'est la créature qui a la capacité, la faculté de toujours devenir autre chose que ce pourquoi elle était prévue. L'humain, au départ, par exemple, on peut dire qu'il a été prévu pour engendrer des enfants.
Combien d'êtres humains n'engendrent pas d'enfants? Il y en a beaucoup. Fils d'avocat, de génération en génération en génération, il est destiné à devenir avocat. Il deviendra gymnaste professionnel. L'humain, c'est la seule créature où l'existence précède l'essence. Ça veut dire que, même s'il a des caractéristiques qui vont faire, qui va agir d'une certaine façon, qui va se comporter d'une certaine façon, il peut toujours décider de faire autrement. Le présupposé l'existence précède l'essence fait que Simone de Beauvoir précisément dit « on ne naît pas femme, on le devient ». Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Eh bien, elle veut dire justement que les femmes ne sont pas définies par leur biologie. Elle ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'influence de la biologie, mais elle dit que les femmes ne sont pas définies par leur biologie, mais plutôt par les conditions sociales, culturelles, historiques dans lesquelles elles évoluent. Ça ne veut pas dire que les femmes peuvent décider de changer ce qui leur a été donné biologiquement, sexuellement, mais ça veut dire qu'elles ne doivent pas se réduire à ce que la nature leur a donné. Et elles ne peuvent pas non plus se réduire à ce que les discours sur la femme disent d'elle. Donc cette phrase veut dire « on ne naît pas femme, on le devient », le genre est socialement construit. Avant que le genre puisse changer, ça veut d'abord dire « le genre est socialement construit ». Ça veut dire que le rôle et les attentes associées aux femmes sont déterminés non pas par la biologie, non pas par le sexe, mais par des normes, des valeurs socialement construites. Si on veut l'expliquer autrement, on pourrait dire « le fait d'être une femelle n'est pas dépendant de la société, mais d'une réalité biologique ». Par réalité biologique, il faut entendre un invariant, quelque chose qu'on ne peut pas changer a priori. Et le fait d'être une femme, par contre, lui, ce fait-là est dépendant de la société. Donc on pourrait bien distinguer la femelle qui est la donation biologique et la femme qui est la construction culturelle. Et le fait d'être une femme, à partir du moment où c'est une construction culturelle, on peut le changer. Effectivement, donc s'il y a des standards, des normes auxquelles la femme doit répondre, ces normes, ces standards, la femme peut décider de les changer. Alors c'est quoi ces normes, c'est quoi ces constructions sociales, ces attentes sociales qui pèsent sur les femmes? C'est, disons, la deuxième thèse du livre, la thèse corollaire, c'est que les attentes sociales des femmes, ça a toujours été, dans l'histoire, selon Simone de Beauvoir, de jouer le second rôle. L'attente qu'a la société envers les femmes, c'est de jouer le second rôle. Les femmes sont l'autre. Qu'est-ce que ça veut dire l'autre pour Simone de Beauvoir? Ça veut dire que les femmes sont constamment définies comme différentes et inférieures par rapport aux hommes. Et cette différence et cette infériorité conduit à leur oppression et à leur subordination. Alors la question c'est, sur quoi est-ce qu'on se base? Sur quoi est-ce qu'on fonde cette idée que les femmes sont inférieures aux hommes? Comment se fait-il que ce sexe, le sexe féminin, soit considéré comme un sexe de second ordre? Pour Simone de Beauvoir, le premier facteur explicatif, c'est le facteur biologique. Les femmes subissent leur corps. Contrairement aux hommes, les femmes subissent leur corps. La première chose à dire, c'est que dans la nature, les espèces sont là pour survivre. Et elles ont choisi un mode qui est le mode de reproduction pour survivre. On crée une progéniture pour améliorer les chances de survie de l'espèce entière. Et l'espèce doit se perpétuer. Et on a choisi un mode de reproduction où il y avait un type d'individu qui permet la reproduction et un autre type d'individu qui est simplement là pour aider à la reproduction. Donc on a les mâles qui aident à la reproduction et les femelles qui, elles, vont être dans le processus lui-même de production, de reproduction. Et les femmes vont subir cette maternité. Elles vont subir la maternité parce que la maternité est quelque chose de plus difficile à gérer pour un individu. Ça prend du temps, ça prend de l'énergie, ça prend des ressources, ça prend de la calorie. L'enfant est très difficile à porter, très souvent de fausses couches. Psychologiquement, ce n'est pas une tâche aisée, ça demande beaucoup de ressources et beaucoup de femmes meurent parfois pendant l'accouchement. Ainsi, il y a un véritable sacrifice de l'individu lui-même à partir du moment où il est dans le stade de la maternité. J'ajouterai deux choses par rapport au fait que les femmes subissent leur corps. Il y a une faiblesse physique des femmes également par rapport aux hommes, entre 15 et 25% de masse musculaire en moins. Et enfin, dernier moment, les femmes subissent également la maternité au travers des règles. Les règles sont un moment où les femmes sont dans une fragilité psychologique, émotionnelle, physique, physiologique.
ou en tout cas un moment où elles ne sont pas tout à fait maîtres d'elles-mêmes, où leurs hormones ont un grand impact sur leur psychologie, sur leur mentalité, sur leur individualité. En ce sens, les femmes subissent bien plus leur corps que les hommes. Les femmes subissent leur corps par rapport aux hommes, mais est-ce que on peut expliquer que dès lors, ce soit un sexe qui joue les seconds rôles? Non, ce n'est pas une explication qui valide tout, parce que on pourrait au contraire considérer que la femme a la fonction de maternité, donc la fonction sacrée, donc la fonction de reproduction. Donc on pourrait beaucoup plus les vénérer, les prendre comme chefs de tribu. Ça n'a pas été le cas parce qu'il y avait une civilisation avec des normes sociales. Donc si les femmes sont considérées comme un sexe de second ordre, c'est aussi à cause des normes sociales. Lesquelles? Le premier facteur des normes sociales, il y en a deux. Le premier facteur, c'est le rôle traditionnel, le rôle de la tradition. Simone de Beauvoir critique les rôles traditionnels associés aux femmes. Les tâches domestiques, le rôle de mère, le rôle de femme, qui empêchent les femmes de poursuivre leurs ambitions et leurs aspirations personnelles. Les femmes sont souvent perçues comme destinées à ce rôle de mère, destinées à ce rôle de protection, de s'occuper, d'aider les autres, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas jouir de leur liberté, ne peuvent pas entreprendre des projets plus ambitieux, spécialement pour elles. C'est ce qui a fait par exemple que dans l'histoire, il y a eu beaucoup de génies, beaucoup plus de génies masculins que de génies féminins, parce que les hommes ont eu le temps, l'occasion de justement, par leur biologie, mais aussi par rapport à des normes sociales qui les ont encouragés, à embrasser leur travail, à dédier du temps, de l'argent, des ressources à leur projet, et qui leur a permis de rayonner dans l'histoire. C'est donc la tradition de cette femme qui doit être mère que Simone de Beauvoir rejette. Une deuxième norme sociale, un peu moins importante, mais qui montre symboliquement en quoi la femme joue le second rôle, c'est que les femmes sont soumises aux normes de beauté. Les femmes sont souvent jugées principalement sur leur apparence physique et sont soumises à des normes de beauté irréalistes, strictes. Elles doivent se conformer à des idéaux de beauté spécifiques, très souvent définis par les hommes, ce qui entraîne des problèmes d'estime de soi, une pression constante pour correspondre à ces normes. Et concrètement, par exemple, une femme passe 45 minutes chaque jour, aujourd'hui au XXIe siècle, pour se préparer, alors qu'un homme passe 15 minutes. C'est donc 30 minutes potentiellement où la femme aurait pu faire autre chose. Elles doivent donc respecter les normes établies par la société, et ce ne sont pas les femmes qui les définissent. Au contraire, elles les subissent. Alors la civilisation n'est pas seulement sociale, n'est pas seulement normative, n'est pas seulement juridique, elle est aussi économique. Il y a une inégalité économique avec des différences entre les hommes et les femmes. Inégalité économique que Simone de Beauvoir souligne et qui fait que les femmes sont souvent dans le second rôle. Elles ont des salaires légèrement inférieurs, elles ont un accès aux opportunités professionnelles inférieures et elles sont considérées comme moins valides, moins prêtes à réaliser le travail et certaines tâches qu'on préfère donner aux hommes. Enfin, le dernier aspect civilisationnel, le dernier aspect normatif, c'est l'aspect sexuel. Les femmes sont, d'une certaine manière, sexualisées, objectivées dans la société par rapport aux normes de beauté. Et elles subissent très souvent, beaucoup plus que les hommes, des formes de harcèlement sexuel, des formes d'agression et des formes de violence. Elles sont souvent réduites à des objets de désir, des objets de domination, ce qui renforce leur statut d'autre et leur vulnérabilité face à l'oppression. En ce sens, les femmes jouent bien le second rôle. Une multitude de pressions sur les femmes, pression économique, politique, sociale, sexuelle, fait en sorte d'encadrer les femmes dans ces normes, notamment à travers la maternité et le mariage, qui sont très souvent utilisés pour maintenir les femmes dans une position de dépendance et de subordination. Alors, pourquoi est-ce qu'au moment où Simone de Beauvoir écrit, finalement, cette oppression continue? On pourrait déjà s'émanciper, les femmes pourraient déjà s'émanciper, mais Simone de Beauvoir souligne que l'histoire se perpétue. Les humains aiment penser par binarité, par couple de notions, clair-obscur, nuit-jour, chaos-ordre. Et on pense féminin-masculin, sans repenser à la valeur, à la dignité possible de ces deux types. Et on va forcément valoriser un type plutôt que l'autre. Il n'est pas rare d'entendre des femmes dire «
à la loterie des sexes, à la loterie des sexes au moment de la naissance, je n'ai pas tiré le gros lot, j'ai tiré le sexe féminin. Alors que peut-être que ma vie aurait été plus simple si j'avais été un homme. On continue en réalité de raconter une histoire à propos des femmes. Et l'histoire qu'on raconte à propos des femmes, c'est ce que Simone de Beauvoir appelle le mythe de l'éternel féminin. Alors c'est quoi le mythe de l'éternel féminin ? C'est tout simplement l'histoire que racontent les hommes à propos des femmes et que les femmes croient et que les hommes croient en plus de ça. Alors en quoi consiste cette histoire ? Éternel féminin, c'est l'histoire selon laquelle les femmes sont toujours comme ça. Elles sont de la façon dont elles sont et cela ne change pas, cela ne peut pas changer, cela ne va pas changer parce que c'est dans leur essence. C'est l'éternel féminin. L'essentialisme, c'est le fait de dire les choses sont telles qu'elles sont et ne pourront pas changer. Le fait d'essentialiser une table, c'est le fait de dire que la table est la table, qu'elle est un support et qu'elle sera toujours un support. Et le fait d'essentialiser un être humain, qui plus est en fonction de son genre, c'est une façon de dire cette personne sera une femme, elle a les caractéristiques d'une femme et ce sera toujours les mêmes caractéristiques et ça ne changera jamais. Et justement, la caractéristique des femmes, c'est quoi ? C'est de jouer le second rôle. C'est d'être le principe de passivité, le principe d'inaction, le principe des émotions, se laisser submerger par ses émotions plutôt que d'agir en fonction de sa raison. On va de plus prendre certaines caractéristiques des femmes et raconter par rapport à ces caractéristiques certaines histoires. Par exemple, le fait qu'en Inde, on puisse raconter l'histoire que une femme est sale 3, 4, 5 jours par mois lorsqu'elle a ses menstrues. Elle a ses menstrues, c'est quelque chose de dégoûtant et on met du dégoût là-dessus, on le cache, on a honte de cette étape physiologique, biologique, tout à fait normale, tout à fait naturelle. Mais on va raconter une histoire à ce propos-là et on va faire que la femme va se sentir inférieure, va se sentir dépossédée de sa capacité à agir. Dans les rapports sexuels, les femmes sont souvent et nécessairement infériorisées. Physiquement d'abord parce qu'elles sont possédées, symboliquement ensuite en rappelant à l'homme son animalité, sa mort et en adossant donc un rôle négatif. Et le christianisme par exemple, c'est une religion qui a renforcé cet effroi pour le corps féminin. On parlait au Moyen-Âge de vagina dentana, le vagin qui possède des dents, comme si le sexe masculin allait être perdu dans le vagin féminin. Par ailleurs, le corps parfait des femmes, pour le christianisme, c'est le corps de la Vierge. C'est un corps abstrait, c'est un corps qui n'existe pas. C'est un corps qui n'est pas fait pour la terre. Un corps de femme a une virginité qui est fait pour être déviergé. Parce que le but, c'est que la femme puisse se reproduire et perdre justement cette virginité. Et donc c'est pas du tout un problème qu'elle ait cette virginité et qu'elle la perde. Au contraire, c'est quelque chose de positif. Ça veut dire que cette femme pourra devenir une mère. Et dans le christianisme, le plus grand mythe, c'est le fait de devenir mère sans avoir justement perdu la virginité. C'est la Vierge Marie, c'est celle qui arrive à enfanter sans avoir le plaisir sexuel. C'est parce que, aussi, à l'époque, on ne voulait pas que les femmes aient du plaisir sexuel. C'était quelque chose de tabou, c'était pas quelque chose de souhaité, ni de désiré, ni de voulu. Et une femme pouvait parfois même se sentir coupable de jouir, de avoir du plaisir lors d'un rapport sexuel. Et le plus beau rôle qu'elle puisse avoir, c'est le rôle d'aide, c'est le rôle de protection, c'est le rôle de maternité. C'est le plus beau rôle qu'elle puisse espérer, c'est-à-dire le rôle d'aider les hommes d'une certaine manière, de protéger les hommes, d'être leur soutien psychologique, leur soutien moral, d'aider les hommes à accomplir leurs tâches et leurs projets à eux. Un peu comme lorsque la femme de Mendelssohn, donc le musicien Mendelssohn, qui était aussi musicienne, compositrice, arrête sa production personnelle et se met au service des productions de son mari. A l'inverse, dès qu'une femme essaie de sortir des schémas, de sortir des carcans, de s'émanciper, de trouver sa liberté, par exemple avec une certaine liberté sexuelle comme pourrait être la prostituée qui sort des carcans moraux, parce que la prostituée, elle parvient à se libérer de a priori moraux où on dirait que c'est quelque chose qui est nécessairement mal, qui est nécessairement mauvais, et bien justement ce sont des figures qui sont mises de côté, qui sont mal considérées. On considère mal la prostituée alors que c'est quand même une figure
une forme de figure de liberté pour Simone de Beauvoir, et les femmes qui deviennent extrêmement fortes, qui prennent des positions de force, d'autorité, qui justement jouent les premiers rôles, leur pouvoir érotique, leur pouvoir de jouissance, leur pouvoir de désirabilité diminue et décroît. Un peu comme une femme trop autoritaire, trop rigide, ne serait pas assez malléable, ne serait pas assez féminine, et donc en ce sens, pourrait ne pas plaire aux hommes, pourrait ne pas être justement ce second rôle qui est attendu d'elle. Ainsi, Simone de Beauvoir critique l'idée selon laquelle il existe une essence féminine universelle et immuable. Les caractéristiques attribuées aux femmes, la maternité, la protection, la bienveillance, ne sont pas naturelles mais socialement construites. Et toutes les femmes ne sont pas identiques. Elles doivent être libres de se définir et de choisir leur propre destin. Elles doivent donc faire attention au discours des hommes et faire attention au discours des femmes elles-mêmes, car parfois les femmes peuvent accepter et perpétuer les stéréotypes de genre qui justement limitent et maintiennent les femmes dans une position subordonnée. Il n'est pas rare d'entendre les grands-mères et les mères dire « tu dois enfanter, tu dois être au service de ton homme et c'est la meilleure chose que tu puisses faire dans ta vie ». Dans ce système et cette sphère de pression, qu'est-ce qu'on peut espérer, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Est-ce qu'on peut imaginer un futur meilleur pour les femmes? Est-ce qu'on peut imaginer une évolution des situations? Pour Simone de Beauvoir, on peut espérer et on doit espérer une émancipation. Simone de Beauvoir sait que simplement son livre ne pourra pas changer la condition des femmes. Par contre, ce qui peut le faire, c'est un mouvement politique, un mouvement fort et puissant qui change les mentalités des individus. En effet, un livre peut avoir des impacts. Certes, ça peut avoir des grands impacts, mais avec un livre qui est extrêmement théorique, extrêmement abstrait, peut-être que ça pourra rebooter certains lecteurs, certaines lectrices, et que le mouvement aura du mal à se propager. Mais, par contre, si on a une structure politique qui a des actions concrètes sur les individus, et une structure politique puissante, alors automatiquement, ça va créer des effets de levier beaucoup plus facilement, beaucoup plus rapidement. Et en réalité, ce système-là, il est déjà présent. Simone de Beauvoir est très optimiste au moment où elle écrit, car le système qui permet l'émancipation des femmes est déjà là, il a déjà eu lieu. Les conditions de vie des femmes ont déjà changé. Et à quel moment ce changement a eu lieu? Il a eu lieu au moment de la révolution industrielle. Et cette révolution industrielle est permise par l'éclosion du capitalisme. C'est surprenant, mais c'est le capitalisme, c'est ce système économique qui a permis une émancipation partielle des femmes. Alors comment le système capitaliste a pu changer le destin des femmes? D'abord, il y a eu l'accès au travail rémunéré. Le capitalisme a offert aux femmes un moyen d'accéder à l'indépendance économique en entrant sur le marché du travail rémunéré. Avant l'ère capitaliste, les femmes étaient souvent confinées aux tâches domestiques non rémunérées. L'entrée des femmes dans la sphère du travail a permis d'établir une plus grande autonomie financière, de renforcer leur position sociale et de contribuer à leur émancipation. À partir du moment où la femme détient un salaire, elle est libre, elle est autonome, elle est émancipée, elle peut sortir de la sphère du mari. Elle peut s'émanciper des choix intellectuels, moraux, sociaux de son mari et faire ses propres choix grâce à son argent personnel. De plus, le capitalisme a également remis en question les rôles traditionnels. Il a remis en question les rôles traditionnels assignés aux femmes parce qu'on a eu besoin d'une main-d'œuvre. Notamment, par exemple, pendant la guerre, les femmes se sont mises au travail. Elles ont occupé des fonctions que les hommes ont pu occuper dans les usines, dans les champs. Et donc, on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'essentialisme, il n'y avait pas d'éternel féminin, il n'y avait pas des fonctions auxquelles les femmes étaient assignées pour de bon et pour toujours. Au contraire, les fonctions des femmes dans la société sont mobiles, flexibles. Elles peuvent changer, elles peuvent s'adapter, elles peuvent tout aussi bien que les hommes réaliser les tâches que les hommes réalisent d'habitude. Il y a un deuxième mouvement qui est lié bien sûr à ce système capitaliste, pas directement immédiatement lié, mais qui est lié à ce système capitaliste, c'est une avancée médicale qui est absolument révolutionnaire, qui a permis des choses inédites dans l'histoire de l'humanité, c'est le contrôle de la maternité. Le contrôle de la maternité, c'est un facteur clé dans l'émancipation des femmes. Pour la première fois, les femmes ne sont plus obligées de se dévouer à plusieurs enfants au moment où ils arrivent. C'est la première raison pour laquelle les femmes ont eu un rôle secondaire au cours de l'histoire. Le rôle secondaire a fait que les femmes devaient enfanter, et comme elles devaient enfanter, elles devaient prendre du temps, de l'énergie, de la calorie, de l'argent pour leur progéniture.
À partir du moment où il y a un contrôle de la maternité, les femmes peuvent prendre en main leurs projets, leur vie, leurs ambitions. Le contrôle de la maternité passant bien entendu par les moyens de contraception, que ce soit la pilule, que ce soit le préservatif, qui permettent aux femmes de décider pleinement d'entrer dans le stade de la maternité. C'est un grand motif d'espoir pour le féminisme récent, mais qui a permis aux femmes de ne plus subir la maternité, mais au contraire de la choisir. Simone de Beauvoir n'est pas dithyrambique sur le capitalisme de manière unilatérale. Au contraire, elle n'est pas dithyrambisme sur le capitalisme de manière unilatérale. Au contraire, elle souligne aussi les défauts du capitalisme. Certes, il a permis l'émancipation des femmes, mais à émancipation nouvelle, contrainte nouvelle. Il y a une critique de l'exploitation économique. D'abord, il y a des inégalités économiques entre les sexes. Les femmes sont légèrement plus exploitées sur le marché du travail que les hommes. Elles reçoivent des salaires inférieurs pour un travail équivalent. De plus, certes, la femme s'est émancipée du patriarcat, du désir du père de famille, mais elle se soumet au désir du patron. Elle se soumet au désir de l'homme qui lui donne son salaire. Un peu comme un salarié. Finalement, elle a les mêmes contraintes qu'un salarié qui est obligé, pour avoir sa liberté, de dépendre de quelqu'un d'autre. Alors certes, toute dépendance n'est pas négative, mais les femmes retournent à une forme de dépendance qui, parfois, n'est pas choisie. Enfin, le système capitaliste, c'est un système qui fait du corps de la femme un objet de marchandisation. Le capitalisme a exacerbé la marchandisation du corps féminin. Les femmes sont souvent réduites à des objets sexuels dans les publicités, dans les médias, et l'industrie de la beauté et de la mode a renforcé des normes sur l'apparence féminine. Ça a créé des pressions supplémentaires sur les femmes, des contraintes, et qui vont, au contraire, non pas dans le sens d'une émancipation, mais dans le sens d'une objectification et d'une contrainte sur le genre. Les femmes doivent être comme ça. Elles doivent mesurer ce poids-là, doivent avoir cette silhouette-là, doivent porter ces habits-là. Doivent être habillées de cette manière-là, porter tel ou tel bijou, tel ou tel parfum. Et à ce moment-là seulement, elles pourront être désirables aux yeux des hommes. Ce qui fait que cette marchandisation du corps féminin revient à faire jouer aux femmes le rôle secondaire. Alors il n'y a pas de système parfait, il n'y a pas de système qui mettrait toutes les femmes dans une situation d'émancipation absolument parfaite. Par contre, le système capitaliste a permis deux grandes avancées qui étaient l'émancipation par le salaire, mais surtout l'émancipation et surtout aussi l'émancipation de la maternité, l'émancipation de l'obligation de la maternité, ce qui est une avancée énorme pour les femmes qui doivent maintenant se saisir de cette avancée pour prendre leur destin en main. Finalement, l'essai de Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, c'est un essai sur l'importance de l'émancipation. Simone de Beauvoir appelle les femmes à se libérer des contraintes imposées par la société et à revendiquer leur autonomie. Elle encourage les femmes à s'approprier leur corps, à poursuivre leur éducation, à participer à la vie publique, à lutter pour l'égalité des droits avec les hommes. Lorsque Simone de Beauvoir sort Le premier sexe, elle le sort en 2 tomes. Et une fois qu'elle a sorti le tome 1, au moment où le tome 1 sort et le tome 2 sort, elle a reçu des centaines, des milliers de lettres de femmes qui ont lu son premier ouvrage et elle a senti que sa mission a commencé à avoir un impact. Elle a commencé à sentir que les femmes, enfin, grâce à ces concepts d'éternel féminin, Simone de Beauvoir mettait certains mots sur des situations où les femmes pourraient être oppressées et elles ont pu se sortir de cette situation et se sentir un peu plus libres. Finalement, l'essai de Simone de Beauvoir, c'est un essai sur la liberté. Et les femmes peuvent faire ce qu'elles veulent de leurs conditions, en tant que sexe, en tant qu'individu, en tant que personne du genre humain. Ça veut dire quoi ? Que c'est un essai sur la liberté, ça veut dire qu'il y aura toujours des individus qui seront prêts à changer, mais ça veut aussi dire qu'il y a des individus qui ne le sont pas. Qui dit individu pas prêt à changer, dit aussi femme pas prête à changer. Simone de Beauvoir sait que certaines femmes ne sont pas prêtes à changer et ne sont pas prêtes à vouloir jouer les premiers rôles. Tout simplement parce que jouer les premiers rôles, ce n'est pas forcément non plus le destin des femmes. Simone de Beauvoir ne dit pas que la femme doit absolument maintenir, poursuivre, ambitionner d'avoir des projets singuliers personnels qui sont hors du domaine familial. Non, elle dit simplement que la femme doit pouvoir choisir en toute conscience. L'existentialisme implique l'entière responsabilité humaine. Ainsi, si une femme
se plaint, dit « Je suis oppressé, je sens que ma condition est compliquée, je suis une femme, j'ai échoué à la loterie des sexes », Simone de Beauvoir ne pourra que pointer du doigt cette femme. Elle ne pourra que lui dire qu'elle est passive, qu'elle a accepté sa soumission, qu'elle a accepté son manque d'ambition. Car certes, le discours de l'éternel féminin qui ramène les femmes au second rôle est peut-être un discours d'homme, mais il est aussi entretenu par les femmes qui ne cherchent pas forcément à aller plus loin. Simone de Beauvoir parle des femmes bourgeoises du 19e siècle. Les femmes bourgeoises du 19e siècle étaient absolument ravies de leurs conditions. Elles ne travaillaient pas, mais ce n'était pas un problème, puisqu'elles avaient du temps pour elles. Elles avaient du temps pour se maquiller, pour profiter, pour papoter entre filles. En ce sens, la bourgeoise du 19e siècle, dont on dit qu'elle n'avait pas les moyens de s'émanciper, c'est parce qu'elle ne cherchait pas les moyens de s'émanciper. C'est parce que sa condition lui convenait bien. Elle avait simplement à s'accommoder d'un mari qui lui fournissait la matérialité, ce qu'elle voulait en termes d'argent, et elle pouvait être le reste de la journée, le reste du temps, absolument libre de ses mouvements, de ses faits et gestes. Ainsi, Simone de Beauvoir commence par la phrase en disant que la situation des femmes leur incombe en premier lieu. Et que, en tant que femme, c'est aux femmes elles-mêmes d'aller chercher la condition qu'elles estiment la plus juste pour elles. Dans ce combat pour l'émancipation, les femmes n'ont pas intérêt à rester seules. Beauvoir insiste sur l'importance pour les femmes de s'unir et de se soutenir mutuellement dans leur lutte pour l'émancipation. Elle souligne la nécessité de dépasser les divisions basées sur la classe sociale, la race ou d'autres catégories afin de créer une solidarité féminine globale. Mais cette volonté d'association ne doit pas se muer en volonté de regroupement clanique. Exclure les hommes, c'est manquer la véritable révolution. Pour Simone de Beauvoir, le féminisme ne réussira que grâce à la volonté solidaire des femmes entre elles, mais aussi à la volonté solidaire des femmes et des hommes. Parce que la volonté solidaire d'une société ne peut pas considérer une partie de ses membres comme inférieure. Mais elle ne peut pas considérer que les hommes sont inférieurs parce qu'ils ont permis ou autorisé ou engendré l'exploitation des femmes, le reclassement des femmes au second rôle. Le féminisme ne réussira que grâce à la volonté de la société entière afin que chacun puisse vouloir en toute âme et conscience et le plus de liberté possible de se définir, de continuer ses projets, d'avancer dans sa vie en dépit de ce que la société, en dépit de ce que les autres peuvent penser.